qui est co-directeur de Bootstrap, une carrière très intéressante. Vous êtes informaticien, diplômé en informatique, diplômé de Harvard. Vous avez fait votre thèse de doctorat, mais également gestionnaire et développeur de programmes avant de devenir enseignant dans un lycée public et coach scolaire dans un collège de Boston. Donc, vous allez nous parler sous le titre « Enseigner par le codage ». You're going to speak in English. Thank you so much for being with us. We have simultaneous translation, so we should be able to... Let me just do a quick microphone check. Can you all hear me? Yes, it's working. Thanks a lot. It's yours. Fabulous. All right, so thank you for the introduction and thank you for having me here. It's a pleasure to meet all of you. So yes, I currently work at Brown University as the co-director of Bootstrap. And so my area of expertise is specifically around using computer science to facilitate the learning in mathematics, science, history, and other classes. And ostensibly, the title of this talk is "What does the science say about the usefulness of digital technology and computer science for learning?" And I want to apologize because I'm actually going to be spending a lot more time talking about cognitive science than computer science. That's pretty important if we want to talk about using technology in schools. Pour ce qui est de l'utilisation de la technologie à l'école. Donc, je vais d'abord parler des promesses portées par les technologies et l'informatique. Cela permet des médiums riches, ça permet un feedback instantané, ça permet des nouvelles modalités pour l'instruction. Il y a certaines choses qu'on peut très bien apprendre sur un ordinateur, mais on ne peut pas, par exemple, faire un cours de sciences véritable. Il y a des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de travailler à distance. Mais la grande promesse, c'est qu'on peut monter en échelle, c'est-à-dire un enseignant qui travaille seul peut peut-être travailler avec 30 élèves, mais si l'informatique peut être utilisée, eh bien, le même enseignant peut travailler avec 100 ou plusieurs centaines d'étudiants. Alors, dès lors qu'on accepte de cette religion de l'informatique à l'école, tout cela semble merveilleux. Mais maintenant, je vais passer à ma diapo suivante qui parle des dangers. Parce qu'il est tout aussi important de reconnaître qu'on peut utiliser à mauvais escient l'informatique et que cela peut avoir des coûts. Je ne vois pas vos diapos, je ne sais pas si je suis seul. Mais... Is this visible now? Here we go. Yes, absolutely. Excellent. And for what it's worth, I try to rely very little on slides. So these are not terribly wordy slides. Les diapos, donc ce ne sont pas des diapos très utiles. This should be better. This should be the slide without all of the. Voilà, je pense que voilà, c'est bien. Okay. Les slides sans tout le bruit. L'un des dangers de l'utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement est que les ordinateurs sont une modalité de travail qui se prête très naturellement à un certain nombre de questions réductives. Donc, il est très tentant de les utiliser dans un contexte d'enseignement. Mais quand on réduit un concept ou une série de concepts à un tout petit peu de questions, un petit nombre de questions, il est très facile de perdre l'idée générale et de la réduire à des petites compétences inertes. Il y a aussi un coût d'opportunité et du temps perdu. Si on utilise mal l'informatique et la technologie, eh bien, on compromet la confiance des étudiants dans ce qu'elle peut apporter. Beaucoup d'entre nous sont très enthousiastes à l'égard de l'utilisation de l'informatique, ce qui est normal, étant donné les promesses que cela porte. Mais nous oublions souvent le coût qu'il y a à s'y prendre mal. Il y a en fait un coût durable à cet échec, à une utilisation ratée. Alors, c'est là qu'interviennent les sciences cognitives. Si on veut utiliser les technologies pour améliorer l'apprentissage, il est très intéressant de comprendre ce qu'est l'apprentissage pour les étudiants. Donc, nous nous tournons vers
la littérature sur la science collective et nous trouvons le concept de transfert qui consiste en fait à la capacité à apprendre un concept et à le transférer. Par exemple, un étudiant, un enfant doit attacher une corde, par exemple, et il se rend compte que la compétence de savoir faire son lacet est applicable à la fabrication de nœuds. L'apprentissage aussi d'une langue facilite la capacité à apprendre de nouvelles langues. Voilà de quoi nous parlons. Le transfert, c'est un modèle sur le transfert. C'est quelque chose qui a été utilisé au début des années du XXe siècle pour le lancer de fléchettes. Quand la cible était déplacée, eh bien, le fait d'avoir une pratique initiale du lancer de fléchettes permettait aux étudiants de s'adapter, par exemple, au lancer de fléchettes sous l'eau. Alors, on pouvait avoir l'intuition que ce serait le cas, mais il n'y avait pas de preuves réelles. Mais on pense que le fait que les étudiants aient une expérience et une exposition à certains concepts pouvait leur permettre de les adapter à d'autres tâches. Donc, il faut se dire une chose, c'est que le transfert, c'est difficile. Le transfert se produit toujours, mais quasiment jamais comme on s'y attend. Donc, il y a un modèle. Quand un enfant apprend à faire son lacet, la première chose qu'il fait est se concentrer sur la chaussure elle-même. Donc, assieds-toi, commence sur ton pied gauche. Et d'abord, l'enfant a un modèle mental très réduit. Il pense qu'il doit s'asseoir pour attacher son lacet. Mais en fait, petit à petit, il se rend compte que ce n'est pas nécessaire. Et avec le temps, leur modèle devient de plus en plus flexible. Et donc, il y a cette notion de transfert et surtout la flexibilité de ce transfert. Par exemple, un professeur de physique qui passe beaucoup de temps à faire des exercices de physique, par exemple, à leurs élèves, par exemple, on lance un caillou en haut de l'Empire State Building. Donc, on étudie l'accélération, etc. Et si les étudiants ont une tâche à faire qui contient une question, par exemple, une pierre qui tombe au fond d'un puits de pétrole. Et les étudiants ont eu des très mauvaises réponses. Ils étaient furieux. Ils ont pensé qu'on les avait trompés. On leur a dit, mais vous nous avez rien appris sur les problèmes avec des trous. Vous avez appris ce qui se passait quand on lance du haut d'une tour, mais pas dans un trou. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les étudiants n'avaient pas réussi à généraliser leur modèle. Alors, il y a des millions d'exemples comme ceux-ci. Si on essaye d'utiliser la science ou l'informatique pour enseigner quelque chose, eh bien, on sait que les élèves ont beaucoup de mal à généraliser des problèmes. S'ils ont appris quelque chose dans un contexte donné, et puis qu'ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris à un test de mathématiques ou d'histoire, il se peut qu'ils aient très bien réussi sur un ordinateur, mais qu'ils soient totalement incapables de transférer cette connaissance dans le domaine en question. Donc, pour l'utilisation de l'informatique à l'école, c'est vrai que votre présentation, Gérard, était excellente. Je suis très heureux de parler avec vous parce que vous avez introduit cette notion d'informatique comme étant quelque chose d'utile à enseigner aux étudiants. Et je voudrais parler d'une chose en particulier, qui est les mathématiques, et plus précisément l'algèbre. Donc comment l'informatique, les ordinateurs peuvent aider les élèves à faire de l'algèbre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien les mathématiques ou qui n'en ont pas fait depuis longtemps, un petit rappel. Quand je parle d'algèbre, je parle d'une série de concepts
axé sur la notion des fonctions. C'est de l'éducation mathématique. 3x égale x plus 2, g égale x2, etc., x au carré. L'algèbre est un changement tectonique énorme dans l'éducation mathématique. Dès lors qu'on commence à introduire l'algèbre chez les enfants, les mathématiques changent complètement parce qu'il faut comprendre la notion de fonction. Quand les enfants sont très petits, les mathématiques sont un processus. Un parent, un professeur va dire 3 plus 5. Bon, voilà. Et l'enfant comprend qu'il doit effectuer un processus. Il y a un nombre en sortie. Et si le processus s'est bien passé, ils arrivent au bon nombre. Et qu'ils aient ou non la bonne réponse, ils comprennent de toute façon que les mathématiques sont un processus. Et ce processus devient de plus en plus compliqué avec l'âge. Il y a la multiplication, les divisions, les exposés, les fractions, l'ordre des opérations. Donc pendant les 5 ou 10 premières années de la vie d'un élève, les mathématiques, pour eux, renforcent cette notion que les mathématiques sont un processus, la réponse est bonne ou mauvaise. Mais dès lors que l'algèbre apparaît, eh bien, un professeur leur montre une fonction. Et la question change. Est-ce que cette fonction est linéaire tout d'un coup? Combien de racines a-t-elle? Quelle est son image? Et si, en tant qu'élève, vous pensez qu'il faut sortir une réponse numérique, eh bien, ces questions ne sont pas seulement difficiles, elles n'ont aucun sens pour vous, parce que les mathématiques, ça a changé. Il ne s'agit plus simplement de faire un calcul, il s'agit de comprendre un objet. Ça devient un petit peu plus comme un cours d'art. Le professeur vous montre une fonction et vous dit « Regardez cette magnifique fonction. Est-ce que c'est 1 pour 1 ? Quel est son domaine ? Combien de racines a-t-elle » Alors, tout change. Donc ça, c'est une difficulté cognitive énorme pour les enfants. La deuxième difficulté, c'est que les fonctions ont plusieurs représentations. On peut voir une fonction comme une équation symbolique. On peut la voir sous forme de ligne sur un graphe, sous forme de tableau, avec les entrées et les sorties. Et le professeur ne doit pas simplement enseigner à faire un graphique, mais à comprendre que toutes ces représentations sont différentes manières de regarder le même objet. Alors, ces difficultés cognitives sont extrêmement difficiles. Et à l'Occident, en Occident, aux États-Unis, il y a un cours spécifique qui s'appelle algèbre. Et en fait, c'est le cours où il y a le plus d'échecs aux États-Unis. C'est là où il y a le plus de redoublement. Si on désagrège par niveau de revenus, de race, on voit que l'algèbre pénalise un grand nombre d'enfants, mais pénalise en particulier les élèves les plus vulnérables. Donc il y a des problèmes d'inégalité assez importants. Alors, la technologie arrive à notre secours. Donc regardons les graphiques, les calculatrices graphiques. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est devenu très, très important dans l'enseignement des mathématiques. Et on voit qu'il y a très peu de données qui montrent que les résultats soient utiles. Il y a un grand nombre d'études, de métadocuments, et on voit que les progrès, généralement, sont constatés par des études qui avaient un vrai problème de design, de conception. Au MIT, en 1969, un premier document est paru sur qui s'appelait Logo, et le Logo, qui est un langage de programmation, ce document, cette étude, disait que Logo pouvait apprendre à enseigner 4 choses différentes. Une des choses était donc l'algèbre. Et normalement, les enfants devraient apprendre facilement les fonctions dans le Logo et être capables de le transférer facilement. Mais aucune étude n'a vraiment montré que ces compétences pouvaient être transférées dans l'algèbre. Donc, mais vous savez, les gens sont optimistes, donc ils ont continué à essayer d'utiliser le Logo. Donc, depuis 15 ans, aux États-Unis en particulier, on a utilisé l'informatique
en disant aux étudiants, ça va vous aider à avoir plus de résultats en maths, vous allez avoir des points supplémentaires si vous prenez informatique. Souvent, en fait, c'est le professeur de mathématiques qui est chargé d'enseigner ce programme. Où il y a une hypothèse, on suppose que les étudiants qui sont bons en maths vont réussir très bien en informatique. Donc on utilise Scratch, le Python, etc. Il y a un grand nombre de langages de programmation qui sont utilisés dans les écoles sous le prétexte que ça va aider les gens à être meilleurs en maths. Et il y a des millions qui sont dépensés là-dessus. Mais en fait, on sait que généralement, l'informatique ne sert à rien pour enseigner les mathématiques et l'algèbre. Et comment se fait-il qu'aucune étude n'a pu démontrer qu'il y avait un transfert? Donc, ça nous ramène au problème du transfert. Les langages de programmation, souvent, se comportent d'une façon complètement différente des mathématiques. Généralement, même, ils se comportent de façon hostile aux mathématiques. Gérard, vous avez mentionné le langage de programmation Scratch. Il y a bien sûr Java, Python. En Java, 1 divisé par 2, ça fait 0. Beaucoup d'entre vous seront peut-être surpris, mais si vous êtes informaticien, vous n'êtes pas surpris parce qu'on suppose que, oui, en fait, il existe différents types de nombres. Il y a les nombres entiers, la virgule flottante, etc. En Java, par défaut, c'est de nombres entiers. Donc, en fait, si on divise par 2, ça fera 0. Donc, évidemment, ça a un certain sens. Mais si moi, je suis prof de mathématiques, donner l'explication de ça, ça ne fait pas partie de mon job. Ça n'est pas des mathématiques. C'est quelque chose qu'il faut comprendre simplement pour utiliser ce langage de programmation. Donc nous avons des nombres qui ne sont pas véritablement des nombres. Scratch a une notion de variable. Il y a beaucoup de langages de programmation qui utilisent la notion de variable. Donc je peux écrire une ligne de code qui affecte la valeur 3 à la variable x. Et après, je peux écrire la ligne suivante, x égale x plus 1. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut écrire le premier cours de mathématiques. X égale 3 et x égale x plus 1. Alors, la ligne suivante, la nouvelle valeur de x est 4. En classe de mathématiques, c'est faux. Comment est-ce que x peut être égal à x plus 1? C'est une affirmation qui est fausse. Alors donc, nous avons des nombres qui ne sont pas des nombres et des variables qui ne sont pas des variables. Et puis, il y a la notion de fonction. Pourquoi l'algèbre est une telle révolution en fait dans les mathématiques? Dans beaucoup de langages de programmation, il y a des choses qu'ils appellent des fonctions qui n'en sont pas. On peut avoir une fonction avec le même nombre, ça vous donnera une valeur différente à chaque fois. Il y avait des fonctions qui ne produisent aucun résultat. Donc quand on essaye de transférer ces compétences, ça ne fonctionne pas. Comment peut-on imaginer qu'un langage de programmation qui n'a pas de nombre, de variables, etc., puisse aider les étudiants à être meilleurs en algèbre? C'est complètement fou. Très souvent, on entend les gens parler du pouvoir de la programmation pour aider les étudiants en mathématiques. Donc, c'est vrai que je voudrais dire quelque chose de positif et d'optimiste. En fait, les langages de programmation, si on prête attention aux objectifs d'apprentissage et qu'on choisit un langage de programmation, pas parce qu'il est en vogue ou parce qu'il est facile ou pratique, mais si votre priorité dans le choix du langage de programmation est de choisir qu'il se rapproche le plus possible des règles de la matière que vous essayez d'enseigner. Par exemple, pour les mathématiques, ça signifie par exemple un paradigme de fonctionnel, c'est-à-dire si c'est une fonction qui se comporte de la même façon que les mathématiques. Il y a une organisation
avec laquelle je travaille, Bootstrap, eh bien, nous avons développé un programme pour les professeurs de mathématiques qui utilise des langages de programmation qui se comportent de la même façon que les mathématiques. Et nous avons construit un programme dans lequel les élèves utilisent des langages de programmation pour effectuer certaines des tâches et activités qu'ils auraient fait en mathématiques. Et donc, nous avons développé une pédagogie qui s'adapte aux bonnes pratiques établies en termes d'éducation mathématique. Donc, nous rapprochons à chaque fois l'intervention à tous les niveaux pour améliorer les résultats. Et nous avons constaté que nous avions effectivement obtenu des résultats positifs, c'est-à-dire que les élèves arrivent à transférer ce qu'ils ont appris sur des exercices sur papier. Même avec des enseignants qui n'ont aucune expérience de programmation. Donc ça représente un travail énorme pour faire fonctionner ce problème de transfert. Mais le résultat, c'est que nous avons fait profiter ce programme à 25 000 à 30 000 étudiants par chaque année. Et nous avons reproduit cette formule dans les cours de physique, de sciences et d'histoire, pour les mêmes objectifs. Alors, pour résumer, quand on veut utiliser l'informatique, et même n'importe quelle technologie, pour enseigner quelque chose, une matière X, histoire, biologie, il faut comprendre que le principe du transfert va soit vous sauver, soit vous faire échouer. Optimiser pour le transfert demande une grande humilité par rapport à l'informatique que vous voulez enseigner. Peut-être que vous adorez Python, mais Python ne correspond pas à la mécanique du cours de physique ou d'histoire. Alors peut-être que vos étudiants auront appris Python, mais ça ne va pas leur servir pour les mathématiques ou l'histoire. Donc le choix du bon langage de programmation est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Il faut aussi réaliser que tout outil que nous construisons pour les enseignants doit être accompagné par un programme et une pédagogie. Ces deux aspects doivent être étudiés avec grand soin pour obtenir le transfert. Donc la promesse est considérable, le danger l'est encore plus, et si on ne veut pas se tromper, je parlais de l'exemple de l'algèbre, il faut toujours penser à la dimension du transfert à tous les niveaux de ce que nous faisons. Je vais vous laisser poser des questions. Merci beaucoup de la précision, du timing et du contenu. Est-ce qu'il y a des questions? Une question pour vous. Je crois que je connais déjà votre réponse, mais en France, il y a un logiciel qui s'appelle Dragonbox. L'idée, c'est que vous apprenez l'algèbre sans le savoir. Vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, vous manipulez des pièces à l'écran. Il s'agit en fait d'équilibrer des équations. C'est la base, ou l'une des bases de l'algèbre. Pensez-vous que ce logiciel puisse avoir un effet positif? Je connais très bien ce soft. Moi, j'ai tendance à être un optimiste. J'espère que nous verrons des résultats positifs. Je vous dirais que je n'ai pas regardé depuis un an s'il y avait des publications, mais je n'ai pas vu de résultats spécifiques sur les buts et les fonctions. Je pense que tirer et manipuler des symboles, en fait, constitue une très bonne manière d'enseigner un certain type de relation. Par exemple, quand il s'agit d'équilibrer des équations, de factoriser, ça peut être fait sur ordinateur. Mais
apprendre sans s'en apercevoir, ça ne marche pas très bien. Je suis convaincue que les étudiants vont apprendre ces ordinateurs, peuvent apprendre ces concepts sur ordinateur, ça j'y crois. Mais s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de médiation à propos, tiens, ça concerne tel chapitre du livre, il y a de fortes chances que les élèves ne comprennent pas. On peut très bien apprendre aux enfants, aux élèves, ce qui se passe lorsqu'une pierre est lâchée en haut d'une tour. Si on le fait secrètement sans qu'ils s'en aperçoivent, je crois qu'il n'y aura pas de transfert. Et les grands concepts, d'ailleurs le premier danger que j'avais évoqué, c'est que la technologie se prête facilement à la segmentation des concepts en tout petits morceaux qui peuvent être tournés de façon itérative rapidement. Et c'est vrai qu'on peut réaliser une itération 100 fois. Et bon, on aura appris cette manipulation et après on va apprendre quelque chose de différent. Mais il y a quelque chose dont je doute, c'est est-ce que les élèves seront capables de replacer cela dans une compréhension plus large. Toute expression a une structure et il faut démêler cette structure et toutes ces différentes transformations. Pensez, bon voilà, le point A où je suis et le point B où je veux aller, comment est-ce que je passe de l'un à l'autre? Et ça, c'est une difficulté très importante. Je doute que les étudiants comprendront ça comme par magie sans s'en apercevoir. Je parlais des symboles et la manipulation explicite des symboles. Je crois que c'est un aspect important. Et je crois que, pour être juste, c'est quelque chose qui est incorporé dans le software progressivement. Merci. Les mathématiciens prennent beaucoup de soin de ne jamais définir ce qu'est une variable. Il y a un système qui s'appelle Maple qui a une notion encore plus folle de ce que c'est qu'une variable. C'est un grand problème pour nous aussi en informatique parce que tout le monde entier en fait a choisi le Python. Et le Python est probablement la langue la plus mal conçue pour l'algèbre qui existe. Python a beaucoup d'inconvénients, mais c'est vrai que c'est très pratique. Il y a, par exemple, à ML, il y a une notion très claire de ce que c'est qu'une variable, mais c'est trop difficile pour les étudiants. Alors ça constitue un véritable problème. Et pourtant, le langage est très important parce que la plupart des gens n'utilisent un seul langage dans leur vie et ils pensent qu'ils savent tout. Et ça, c'est un problème qui n'a pas de solution. Donc cela reste ouvert et j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que c'est important parce que ça oriente votre esprit, la façon dont vous vous exprimez. Je suis tout à fait d'accord. Comme vous le savez, les informaticiens adorent se battre sur les langues et discuter sur des langues, déclarer que telle et telle langue est excellente ou exécrable. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, la plupart des gens apprennent un seul langage de programmation. Et quand on prête attention au phénomène du transfert, que les étudiants vont par accident transférer la mauvaise chose. Donc, quand un langage de programmation utilise un terme comme fonction ou variable pour désigner des choses qui ne sont ni des fonctions ni des variables pour un mathématicien, c'est vrai que la programmation, ça a l'avantage d'être très concret. On a l'impression de construire quelque chose, de tester quelque chose. Et les gens ont une expérience des fonctions et des variables. Et d'après le langage de programmation qu'ils ont appris, eh bien, c'est beaucoup plus pérenne dans leur esprit que tout ce qu'ils ont pu faire en mathématiques. Et mais à long terme, ce sera plutôt négatif. Les langages de programmation doivent être choisis vraiment avec le souci du transfert. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas enseigner de la programmation orientée objet.
parce qu'évidemment, le transfert ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous allons terminer cette discussion. Merci beaucoup de cette présentation particulièrement claire. Je pense que nous devrions regarder de plus près ce que vous faites à Bootstrap. Et nous allons maintenant passer à la présentation suivante, toujours sur le même sujet. Bienvenue à vous, Amelia Mata. Vous êtes